Bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver comme à chaque fois, comme à chaque semaine sur votre chaîne préférée. Bien sûr, cette semaine, comme vous le savez, c'est une semaine spéciale, pas comme les autres. Elle coïncide avec la 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Et bien sûr, comme d'habitude, on va rencontrer une personnalité qui a un parcours inspirant et intéressant. Aujourd'hui, on va un peu s'éloigner sans trop s'éloigner de son parcours pour parler d'un sujet assez important qui est l'art. L'art, comme vous le savez, dans l'émission Le Miroir, c'est un sujet qui prend beaucoup de place. Et justement, dans le cadre de la commémoration du génocide contre les Tutsis, on s'est interrogé sur le rôle de l'art en tant que thérapie pour surmonter le trauma. Et aujourd'hui, dans l'émission Le Miroir, nous accueillons une invitée de marque, une invitée, Chantal Umuraza. C'est notre invitée aujourd'hui. Elle est auteure rwandaise, connue pour le livre Une jeunesse rwandaise, mais aussi entrepreneur à la tête de Art and Travel, ou Art et Voyage Rwanda. Et elle est également artiste multitalent, conteuse, créatrice de mode et coach de danse traditionnelle. Aujourd'hui, pour la semaine de la 29e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda, elle nous rejoint sur le plateau de l'émission Le Miroir pour échanger avec nous sur le rôle thérapeutique de l'art face au trauma. Donc, bienvenue Chantal. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. C'est partagé. Oui, et je pense qu'on va avoir une discussion assez intéressante et enrichissante pour ceux qui nous suivent et pour nous-mêmes. Oui. Parce qu'on va parler art, nous sommes tous les deux de grands passionnés d'art, vous encore plus, parce que je le disais, vous êtes entrepreneur, vous êtes aussi artiste et vous le faites avec tellement de joie et de passion. Et on va décortiquer un peu ce que l'art peut apporter à une personne qui souffre. Et cette semaine, je le disais dans l'introduction, c'est la 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis sur Rwanda en 1994. À ce moment-là, vous aviez 19 ans et j'ai envie que vous nous transportiez un peu à cette époque-là. Comment est-ce que cet épisode horrible a impacté votre vie avant et après? Ok. Vous l'avez bien introduit. À 19 ans, on est une grande ou un grand adolescent. On rêve d'autre chose, on rêve d'aimer, on rêve de se développer, à exister autrement après l'adolescence. Et voilà que tout s'arrête. Et le moment où tout s'arrête et on ne comprend rien, et surtout que moi je suis née dans un village où je n'avais pas l'habitude de choses horribles, je vivais avec la nature. La nature c'est aimable, c'est joli, c'est l'amour, c'est la culture, c'est la passion et tout s'arrête. Alors, quand vous me demandez l'avant et l'après, vraiment, l'impact, il est donc double. Ça m'a impacté parce que je me suis dit, maintenant, l'humain, j'en ai peur. Donc, j'ai perdu la confiance de l'être humain, la culture, mon environnement. Et ça m'a aussi beaucoup demandé de réexister, me réinventer. C'est ça vraiment le gros impact pour moi. Comment je me réinvente en tant qu'une femme adolescente qui vient de tout perdre. Tout perdre. Je reste humble, c'est pour dire, je perds mes repères. Je ne sais plus, je ne sais pas où je vais. Qu'est-ce que je renonce? Qu'est-ce que j'attaque? Je commence avec quoi? Avec mon corps qui se développe, avec l'amour perdu. Et ça m'a impacté pour vraiment me réexaminer. Pas dire accepter. Mais j'ai appris dès très vite à apprendre à vivre au-delà. Et le moment où j'ai compris, donc j'ai redessiné ma route. En redessinant ma route, j'ai appris à observer jour après jour qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce qui m'aide un petit peu à oublier pour souffler, pour y aller. Et ça m'a amené à aujourd'hui. Donc la vie d'avant, c'est vraiment la vie d'avant. Vous en parlez, la vie d'aujourd'hui. Heureusement, on a les pieds, on a les épaules, on a tout ton être sur nos leaders. Sans cela, on serait vraiment une petite balle perdue. Absolument, c'est très vrai. Et entrons directement dans le sujet du jour, qui est l'art comme forme de thérapie. Est-ce que pour vous, cette assumption, disons, que l'art peut être une forme de thérapie, elle est vraie pour vous?
Oui, je le précise concrètement. Quand j'ai commencé à me reconstruire, j'étais vraiment à 1000 pièces. Je ne sais pas si vous pouvez regarder cette table. Mhm, Elle a des petites pièces, mais à une pièce. Je me sentais comme une pièce de à puzzle. mhm, Et je me demandais moi-même comment je me réunis, comment je réunis toutes ces pièces. Et c'est déjà l'art. De rassembler ses jambes, ses pieds, sa tête, son cerveau, son intelligence, l'amour, c'est déjà l'art. Et ça m'a du coup plongé dans les souvenirs. Quand j'étais enfant, j'aimais écrire sur les cuisses, sur les feuilles, partout dans la nature, sur les cailloux, dans la poussière. Et ma mémoire est allée plus là-dessus. C'est-à-dire que quand je dis vivre au-delà, c'est qu'on a un traumatisme, on ne peut pas l'effacer et on veut vivre au-delà. Et du coup, j'ai fait un saut vers en arrière en disant, ah, je me rappelle que j'aimais bien dessiner, que j'aimais bien écrire, que j'aimais bien me parler. Eh bien, je vais faire pareil. Et donc, c'est l'art. Quand je dis me parler, donc j'ai commencé par l'écriture. Je me parlais sans cesse et plus je me parle, plus je me plonge dans des douleurs. Et la douleur devient un champ d'exercice d'art. Comment trouver les vrais mots, le vrai dessin, le vrai image. Et donc, j'ai choisi écriture, mais plus vraiment avec la poésie. Parce que moi, je décris la poésie comme une arme à décrire. On décrit, on dénonce, on s'adoucit, on va chercher les mots qui guérissent. Voilà, donc pour moi, là, j'ai trouvé l'écriture. Après, il y a autre chose qui s'est greffé, mais c'est ce processus voilà, qui devient constructif. Donc, qui peut dire que l'art peut vraiment réparer une personne pour vivre avec son trauma. absolument, oui. Et si on généralise cette fois-ci cette idée d'utiliser l'art comme une forme de thérapie, quelle serait peut-être la meilleure façon, selon vous, d'utiliser son art, si on est artiste, pour pouvoir transmettre, disons, des ondes guérisseuses à travers son art? Alors, dans l'art, il y a deux choses. Donc, il y a ce qui produit l'art et celui qui reçoit. Du consommateur, on va utiliser ce mot peut-être. Donc, il y a deux regards. Moi, je dis toujours qu'il faut rester dans l'observation. Celui qui produit, bien sûr, il va étendre son regard en soi, dans l'art, mais en soi aussi pour lui. Et ça va être comme un habit qui va être observé par quelqu'un d'autre. L'observation, c'est aussi l'art. Et une personne qui va vers un objet créé, quelque chose de créé, il faudra éviter de critiquer. Ouais, je n'aime pas, ou cette couleur, ou beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, pour moi, la meilleure façon, c'est vraiment aller dans l'observation et dans le respect. C'est ces deux choses. D'accord. Oui. Donc on s'approche vers une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, l'approcher avec juste une curiosité, une envie Avec de attention. découvrir, et c'est Oui. tout, et pas nécessairement d'aimer ou de ne pas aimer. Oui. Ah d'accord, ok, ah, ça c'est bien. Euh, euh, et je ne sais pas, on va un peu dévier, mais bon, sans trop dévier. Est-ce que, je ne sais pas, dans la façon dont vous transmettez là, je ne sais pas, quand vous voyez des enfants avec lesquels vous faites les contes ou les danses ou tout ça, est-ce qu'il y a une sorte de, je ne sais pas, de porte où vous vous dites ça peut être quelque chose de bien pour une personne qui vit avec un trauma? Alors, quand on est artiste, on produit des feux, Mm. on lance. Oui. Et ça peut être très beau. Et beau, donc, au guérir. Et ça peut être très profond, ça peut être très triste. Tout est bon dans l'art. On peut faire pleurer quelqu'un et ça va pas être les larmes à détruire la personne, mais vraiment à le guérir. Alors moi, ma façon, c'est dans la douceur. Moi, je trouve que la forme que moi j'ai trouvée, que ce soit dans la poésie ou dans la danse, c'est pas trop feu. Mm. Quand je dis c'est pas trop feu, c'est plutôt flamme. Ah d'accord. Donc ça va doucement et ça remonte. Et donc dans la douceur, on peut parler aux enfants. Mm. Dans la douceur, on peut parler à quelqu'un de blessé. Dans la douceur, on peut adoucir de quelqu'un qui est devenu feu, voilà, qui n'arrive pas à se ressaisir.
Et c'est chacun dans son art, parce que quand on parle d'art, c'est les arts. Ah, on a discuté tout à l'heure, moi je parlais d'écriture, mais il y a la mode, il y a la danse, il y a la musique, il y a le dessin, il y a la sculpture, il y a beaucoup de choses. Mais moi quand je dis aller doux, donc les mots doux, la douceur, ça peut vraiment transporter la personne qui crée et la personne qui reçoit. Pour les enfants, c'est les âmes qui absorbent beaucoup. Notre histoire qui est arrivée à nous tous et les générations, ça les concerne parce qu'ils ont des questions à les poser. Alors si on va répondre par l'art, par le dessin, par la douceur, les enfants ils vont comprendre. Il ne faut pas les brusquer parce que ce n'est pas leur génération. Il ne faut pas les brusquer dans la compréhension, mais en utilisant les formes voilà, douces, et ils vont compléter les choses. Donc, vraiment, c'est ce regard tendre qu'on va arriver à expliquer, à faire l'expression de son art vers quelqu'un de plus petit, si je peux dire comme ça, de quelqu'un de plus faible. Oui. Ah, ça, c'est très bien dit, c'est très beau, cette recherche, cette intention de douceur, justement, surtout avec les plus jeunes, parce que c'est toujours, je me dis, une sorte de défi et de conflit pour comment parler avec les enfants, comment arriver à discuter de ça, parce que c'est un sujet assez lourd. Et comme vous dites, la douceur, à travers l'art, par exemple, ça peut être vraiment un bon moyen. Et est-ce qu'il y a, selon vous, je ne sais pas, un âge, un moment, où c'est juste au feeling, selon les parents ou selon l'enfant? Alors, dommage que notre histoire a tout porté. Donc, les enfants ont subi des atrocités. Ils ont été génocidés, eux, malgré leur âge. Donc, ça n'a pas fait d'autri. Justement, cet acte de dire je vais éliminer toute une vie d'une personne, en passant par les adultes et aussi sans épargner les enfants, du coup, on ne peut pas empêcher de parler aux enfants. Mais il y a la façon de le faire. Quand vous allez au mémorial du génocide contre les Tutsis, il y a une chambre enfant. Comment on y va d'ailleurs? On n'y rentrait pas comme si, oh, ça va être horrible, ou non, on y va tout petit, comme les enfants. Et ça se passe bien, parce qu'on va lire, et on va se rendre petit pour comprendre les choses. Donc, les enfants, on ne va pas les cacher, parce qu'il y a les enfants qui ont subi ça. C'est atroce, c'est brut, c'est trop, c'est gros, c'est moche, c'est inexplicable. Mais avec les mots, on peut aller vraiment doucement. Avec le toucher, avec beaucoup de courage, pour s'adresser à un enfant, on peut tout dire. On peut tout dire. Absolument. Donc, il n'y a pas d'âge, parce que quand il s'agit d'un génocide, c'est autre chose. Raconter une nouvelle, un accident, ça peut être boum, j'annonce la nouvelle. Mais le génocide, vraiment raconté aux enfants, il faut aller dans la réalité des choses, comme ça s'est produit, mais il faut choisir le moment et les mots, mais plus doux, mais il faut plutôt aussi accompagner. On ne raconte pas un enfant, on le laisse. Et il faut être dans l'accompagnement, donc il ne faut pas d'âge. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Nous continuons à discuter de l'art comme forme de thérapie face à un trauma avec notre invitée Chantal Oumuraza. Et justement, en début de cette émission, je vous ai dit qu'elle est aussi auteure. Et il y a ce livre, Une jeunesse rwandaise, que vous avez écrit, qui est le récit de votre vie. Oui. Et j'ai envie de savoir quel a été l'impact, l'effet sur vous et votre ressenti et votre personne après avoir écrit ce livre. Alors, je m'autorise à dire, si je dis c'est un récit de ma vie, ce serait un peu exagéré. C'est un récit de ma jeunesse, parce qu'une vie, c'est complexe, c'est beaucoup de choses. Parce que dans le récit, je porte beaucoup sur mon passage. Je parle de la nature, je parle des cailloux, je parle de l'eau, des vaches, des oiseaux, les ressentis d'enfants et tout un pays. Comme je disais tout à l'heure, quand j'aimais écrire sur moi, quand j'aimais écrire sur les feuilles,
et qu'au moment du génocide, j'ai tout perdu. Dans ma mémoire, je cherchais la feuille dans ma tête et je ne peux pas trouver. Je cherchais un cahier où j'avais placé un mot. Je ne peux pas trouver. Il fallait tout reconstituer. Et la reconstitution m'a plongée donc dans l'enfance avec un trou de mémoire parce que avec le génocide qui coupe tout comme un pont vraiment où on ne voit pas le-dessous, où on n'a pas envie de le voir, on ne voit pas le-dessus aussi, où l'avenir et on a peur de le voir. C'était compliqué. Pour commencer, je ne savais pas par où. Je pensais que je montais en avion et je commençais à écrire. Et tout, dans une heure, le livre était fait. Mais ce n'était pas ça. Je me suis rendu compte que c'était un voyage. Donc, il me fallait un fil conducteur. Et je l'ai trouvé. J'en étais heureuse. C'est la rivière. Je me dis, je suis une rivière debout parce que j'ai les mots qui coulent comme une rivière qui s'en va doucement. Et la rivière m'a beaucoup portée. Et apporté. Quand j'ai découvert ça, c'était donc en France, au sud de la France, où je regardais une rivière avec une eau si bleue. Je la voyais innocente parce que je la comparais à la mienne de l'enfance, où donc l'eau bleue qui, à mon avis, elle n'a pas charrié les corps. Et la mienne, dans mon village, dans mon enfance, je l'ai vue porter les corps. Donc le rapprochement de l'après et de l'avant, ça a été une introduction de ce voyage. Donc l'eau a été vraiment un déclic. Et quand on lit une jeunesse rwandaise, donc on va plonger dans ma vie actuelle, donc la vie en France, mais aussi en lien avec la vie d'avant, donc mon enfance et la jeunesse, est-ce que je ressentais. Et si je le dis, c'est vraiment une pièce à puzzle qui a fait que ce livre a été possible. Et c'est aussi que j'ai senti à la fin où vraiment, je me suis dit le dernier point, où je finis en disant, je pose l'Afrique, j'écris. C'est-à-dire je m'enlève un poids, c'est-à-dire j'ai tout dit. Je me dis, j'ai tout dit, c'était lourd, c'était gros, j'écris. Et vous voyez, c'est l'inverse. On finit le livre en disant, je pose l'Afrique, j'écris, alors on vient de le terminer. Donc c'est ce cycle de l'art. De décortiquer, de coller les morceaux, que à la fin, je me suis sentie une pièce unie. Complète. Complète. Oh. Ah, c'est très beau. C'est vraiment très, très beau. Et ça parle justement de ce sujet de l'art qui va nous reconstruire, qui va nous remettre en place. Et c'est si bien illustré avec votre expérience, avec votre livre. Le livre, c'est Une jeunesse rwandaise et il est disponible notamment sur des bibliothèques en ligne. Je sais que j'ai vu que je peux le commander sur Amazon, par exemple, ce que je vais faire. Et oui, et c'est l'émission Le Miroir. Nous continuons avec notre invité du jour et on va faire une pause. Comme vous le savez, lorsque nous avons un invité dans cette émission, on aime bien le mettre au défi. Ce sera un petit défi, pas très compliqué, un quiz sur un domaine qui ne vous est pas inconnu, même si vous êtes déjà dans plusieurs domaines. Ce serait difficile de trouver un domaine qui vous est inconnu. On va rester dans la littérature et on va parler justement de littérature qui va avec la commémoration du génocide contre les Tutsis. Et ce sera des questions simples. Livre et auteur, vrai ou faux? Première question de ce quiz. Alors, c'est Yolande Mukagassana qui a écrit « La mort ne veut pas de moi ». Vrai ou faux? Oui. C'est vrai. Oui, et c'est un très très beau livre. Deuxième question. Ok. La promesse faite à ma sœur, c'est un livre de Joseph Ndouaniye. Vrai ou faux? Oui, je pense. C'est vrai aussi, absolument. Oui, c'est vrai. Un défi très, très bien relevé. C'est l'émission Le Miroir et nous sommes avec notre invitée Chantal Moulaza. Comme vous avez entendu, elle est auteure, elle est également créatrice de mode, elle est dans le domaine du tourisme, entrepreneur, elle est également conteuse, mais aussi
Qu'est-ce que j'ai oublié? Coach de danse traditionnelle, plein de choses. On aura le temps de découvrir encore plus sur votre parcours la prochaine fois que vous viendrez sur notre plateau. On espère que vous reviendrez. Avec plaisir. Oui, mais avant de passer à la dernière partie de cette interview, j'ai cette question, je trouve que c'est un point sur lequel on revient souvent en cette période, qui est justement va avec ce temps, parce que c'est la semaine de la 29e commémoration du génocide contre les Tutsis, 29e. Et pour vous, quelle est l'importance de continuer cette tradition de Kwibuka? C'est un devoir de mémoire. C'est même pas négociable. Si je vous donne une image le jour où on ne pourra plus aller au mémorial, vous voyez, la vie va vite. On est très pris par notre développement personnel, communautaire, sociétal, les économies, mais le devoir de mémoire, c'est au quotidien. Donc, il y a des dates, il y a des lieux qu'on doit honorer. Je discute avec mes enfants souvent sur le mémorial et comme famille, on se dit, on fait quoi quand on va au mémorial? On dit tous qu'on ne parlait pas. On écoute, parce que les âmes qui sont là ne parlent plus. Et cette douceur qu'on amène dans des lieux comme ça, il faut les continuer. Parce que la vie avance, notre génération a vécu, c'est notre histoire, mais c'est un génocide perpétré contre les Tutsis. Et donc, vous voyez, il y a le lien, il y a une séparation de choses, si je peux dire comme ça humblement. C'est délicat, mais le fait que c'est vraiment notre histoire qui va se transmettre de génération en génération, donc il faut continuer ce devoir de mémoire. Donc c'est important d'aller avec les leaders qui ont trouvé les meilleures formes de nous embarquer tous en douceur. Il n'y a pas de brutalité dans le moment de commémoration. Et c'est ça que j'aime bien. Avant, je pouvais me dire que je vais fuir cette période, m'en aller quelque part. Mais on ne peut pas. On ne peut pas courir. On ne peut pas. Voilà, il faut, dans la douceur, je crois que la douceur, c'est le mot du jour. Oui, absolument. Oui, c'est dans la douceur qu'on va accompagner tout ce processus jusqu'à la fin des temps. Absolument, la douceur, absolument. Et alors, vous avez vécu votre jeunesse pendant un Rwanda assez compliqué, et, voilà. Et puis il y a eu justement toute cette complication et vous avez utilisé le mot moche. Et après, c'est devenu horrible, terrible, dramatique. Et il n'y a pas de mots avec le génocide en 1994 contre les Tutsis. Après, vous avez vu le Rwanda se reconstruire progressivement. Vous êtes allé à l'étranger, vous êtes revenu porter votre pierre à l'édifice, parce que voilà, vous avez aussi travaillé ici, là, vous continuez à le faire jusqu'à aujourd'hui. Quel est votre sentiment aujourd'hui en étant une Rwandaise au Rwanda qui vit le Rwanda actuel? Waouh, j'aime bien. Des fois, j'ai l'impression que c'est moi le touriste au Rwanda, parce que je découvre mon pays comme si j'étais étrangère. Comme je disais, deux choses. C'est le pays qui plonge dans le noir complètement. Et comment on va le rendre blanc? Là, aujourd'hui, j'étais habillée en noir-blanc. Je me suis dit, bah, tiens, ça veut dire quelque chose pour moi dans ce moment d'invitation. Comment on fait vraiment le lien entre les deux ponts? Voilà, un pont cassé et moi qui me pensais donc à multi-pièces, à beaucoup de pièces à puzzle et que je me dis, je suis à une pièce maintenant et j'en suis heureuse. Comment je revis dans le Rwanda? Et il y a cet amour. Le Rwanda, c'est un beau pays, vraiment. C'est quoi qu'on court, quoi qu'on va chercher, quoi qu'on va se reconstruire, ça va nous manquer. Donc le fait que toutes ces choses m'ont manqué, ça m'a fait revenir. Mais il y a une autre pierre, il y a une autre pièce qui est très importante. Je le dis poétiquement. C'est le gouvernement. Je pense qu'ils sont des génies. Je veux bien les enchanter, les louanges, et comment, dans les Momadis, ils ont trouvé
a vraiment à véhiculer un véhicule qui chérit beaucoup de choses à la fois. C'est tout cet écosystème qui m'inspire. C'est une grosse porte pour l'art. C'était une opportunité pour vivre et revivre, se réinventer. C'est pour ça qu'on peut danser et à la fois chanter, à la fois essayer le tourisme. Donc on célèbre la paix. On se dit c'est victoire à la vie qui était perdue au départ. Et donc le Rwanda d'aujourd'hui, il me passionne. Il me passionne parce que sans dire j'oublie comment c'était avant, parce que je le redis toujours, on vit au-delà. Mais l'État a trouvé vraiment beaucoup de formes pour nous aider à nous reconstituer. Et personne n'est laissé derrière. Ni l'enfant, ni veuve, ni orphelin, ni... Je ne dirai pas les détails ici, mais ça m'a vraiment... C'était une grosse invitation. Je me suis dit, ah, j'ai l'énergie encore. Je dois retourner à ma mère pays, ma mère patrie, pour dire merci. Pour être avec les autres, les femmes qui se développent, les hommes aussi. Pour vraiment qu'ensemble, on se sente qu'on est un pays uni. Et voilà, on peut en dire plus vraiment sur le Rwanda d'aujourd'hui. Et donc, je suis venue sans retour. Moi qui disais, je quitte l'Afrique, je suis tranquille, j'écris. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, je quitte l'Europe, je suis tranquille et je revis. Je revis, d'accord, oh, waouh. Oui, c'est l'émission Le Miroir et comme vous l'avez vu, nous étions avec Chantal Mouraza comme invitée aujourd'hui. On a parlé de l'art comme forme de thérapie face au trauma et on finit toujours avec des questions rapides de tic-tac, juste pour les dernières minutes, afin de mieux vous connaître. Et la première question, c'est quelle est votre activité favorite pendant le week-end, lorsque vous n'avez pas à travailler? Ah, c'est beaucoup de danse, beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture. C'est vraiment les trois choses que je ne sépare pas. J'ai besoin de danser, d'écrire et de lire. Et de lire. Et de rire beaucoup. Oui, ça va avec en plus. Oui, et quel est votre endroit favori au Rwanda? C'est Ruondo. C'est vrai? Oui, j'aime bien, c'est l'ensemble des montagnes, l'eau, la terre, je trouve ça magnifique. On voit les volcans, on voit les deux lacs, et oui, j'aime bien. Oui, et est-ce que vous êtes plus film, série ou documentaire? Alors, je reviens sur ma vie d'avant où j'avais peur d'images. Je n'aimais pas le film parce que je ne pouvais pas le finir. Chaque fois qu'il y avait une image, un bruit, ça me plongeait dans les moments sombres du génocide contre les Tutsis. Donc, j'ai détesté le film. J'ai aimé les mots parce que je pouvais m'enfermer n'importe où et poser les mots sur un papier. C'était vraiment innocent. Mais aujourd'hui, je réinvente l'amour pour le film. Ce sera plus documentaire. Pour me plonger dans d'autres horizons, dans d'autres découvertes, mais aussi film d'aventure. Vraiment, j'aime bien ce côté d'aller découvrir. D'accord. Oui, et est-ce que vous avez, même s'il nous reste juste très peu de temps, on va poser cette question parce qu'on aime bien plonger nos invités dans leur enfance. Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance qui vous est cher, que vous avez envie de nous partager? Ah, garder les vaches, ça me manque. J'ai souvent envie d'y plonger, d'y retourner. Je retourne dans ma créativité, dans mon écriture, dans ma vie de tous les jours. J'ai des vaches aujourd'hui. Oui, il me faut l'odeur de la vache, il me faut son bruit, il faut que je parle à la vache. Culturellement, c'est très fort. Il y a un lien très fort. Et oui, donc voilà, le souvenir de l'enfance, c'est vraiment Chantal derrière la vache. Je laisse ceux qui font la sculpture ou ceux qui font le dessin imaginer Chantal derrière une vache. Voilà le souvenir.
Absolument, oui. Et on va finir avec cette question pour ceux qui sont en train de nous suivre et qui peut-être veulent s'informer encore plus sur l'histoire du Rwanda, en particulier le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Est-ce qu'il y a une publication, je ne sais pas, un livre, un documentaire, je ne sais pas, que tu as envie de recommander parce que tu l'as lu et il t'a marqué? J'aime bien Génocidé de Réveillon Rurangwa, parce que c'est vraiment l'image très forte de son vécu. D'accord. Je vais faire une liste rapidement. J'aime bien Nous existons encore de Yannick Kaitesi. Ça, c'est dans les livres. J'aime bien dans les films Tuez-les tous. Quand je dis j'aime bien, je m'entends, je suis désolée. Enfin, voilà, je recommande. Il y a aussi Shooting Dogs, c'est en anglais. Je ne sais plus si... Je pense que ça existe en français. Vraiment, c'est les deux films, Tuez-les tous, où vraiment on est dedans, et Shooting Dogs, et Génocide de Rurangwa, Nous existons encore. Et voilà, ça me paraît vraiment les 4 pièces introductives pour ceux qui ne connaissent pas. Absolument. Mais je m'autorise vraiment à faire un appel que l'écrit, c'est toujours la façon de tracer, de partager son vécu. Et je trouve qu'il manque encore les témoignages. Et il faut vraiment que nous continuions d'écrire parce que nous continuons d'exister, comme disait Kaitesi. Et donc les écrits, il en faut. Ça va aider pour les recherches, ça va aider à porter cette histoire de génération en génération. D'accord. Merci beaucoup pour ce moment que vous nous avez offert. Merci pour avoir écrit et pour continuer à écrire, encourager les autres à écrire. On a passé un bon moment avec vous. On espère que vous reviendrez nous voir sur notre plateau. C'est un plaisir. Oui, nous étions avec Chantal Oumulaza, comme vous l'avez entendu dans l'émission d'aujourd'hui. Et nous avons parlé de l'art en tant que thérapie pour surmonter le trauma. On espère que vous avez pu passer un moment enrichissant avec nous. On se retrouve bientôt sur Rwanda TV.